Bonjour, nous sommes le jeudi 23 octobre, il est 1h du matin. Je voudrais vous parler de la francophonie et de l'avenir de la francophonie. Le monde, ce qu'on appelle la francophonie au niveau géopolitique, ce sont tous les pays qui utilisent la langue française comme langue principale, ou en tout cas une des langues principales. Voilà, et ça c'est un lien très important. Et la francophonie, c'est donc l'ensemble des pays qui utilisent le français. Et le français est une ressource économique importante. C'est un peu cela dont je voudrais parler aujourd'hui. Il doit y avoir des échanges entre les mondes francophones, les mondes anglophones, les mondes germanophones, lusitophones, hispanophones, etc. Chacun de ces ensembles défend les intérêts d'une certaine langue. Et cette défense est aussi éventuellement une source de revenus, qui pourrait l'être, en tout cas pour le XXIe siècle, si l'on arrivait à une sorte d'éco-linguistique. Cette économie linguistique me paraît essentielle. Elle est fondée sur l'idée que les mots s'exportent. Les procédés linguistiques s'exportent, et donc s'importent. Et que et donc ça devrait jouer dans la balance des paiements d'un ensemble linguistique. Alors, c'est peut-être plus intéressant de parler de francophonie que de parler de la France. Ce sont des stratégies différentes, mais là, je vais vous parler de la francophonie et de la dimension économique de la francophonie. Alors, vous connaissez probablement mes travaux, mes thèses là-dessus, qui sont des thèses assez révolutionnaires, puisqu'il s'agit de faire payer les mots qu'un autre ensemble a pu emprunter à l'ensemble concerné. Donc, par exemple, dans le cas de la francophonie, l'ensemble anglophone, germanophone, russophone, dans quelle mesure a-t-il emprunté des mots français? Et donc, dans quelle mesure doit-il des royalties ou doit-il être taxé pour l'usage qu'il fait dans sa propre langue des mots français? Donc, je ne parle pas ici spécialement de l'utilisation de textes français qui seraient traduits dans une autre langue. Je ne parle pas non plus ici du nombre de locuteurs qui apprennent le français comme langue étrangère. Je parle ici des langues que j'ai citées, et d'autres éventuellement, mais je pense essentiellement à l'anglais et à l'allemand ici, qui ont lourdement emprunté au français et qui doivent donc, pour continuer à pouvoir le faire, qui devront s'acquitter de taxes relativement élevées, dont le calcul pourra se faire de différentes façons, selon différents critères. Et à ce niveau-là, évidemment, les critères en question, c'est d'une part, quels sont les mots français, qu'on peut considérer comme français d'origine, et deuxièmement, comment faire payer le recours à ces mots français. Alors, il y a la question des mots français écrits et des mots français parlés. Moi, je suis plutôt en faveur des mots français écrits. C'est plus facile à étudier. On a vu les systèmes d'espionnage à ce niveau-là, sur Internet, etc. On peut assez facilement repérer et calculer le nombre de mots français quand une liste sera établie, utilisée dans telle et telle autre langue. Et y compris, bien entendu, dans la presse, etc. etc. Alors, je dis ça, je fais une petite parenthèse, mais j'ai été au cinéma ce soir et il y avait le film The Judge avec Robert Duvall et un autre acteur junior.
Et alors, à un moment donné, la petite fille, qui doit avoir, je sais pas, 6, 7 ans, elle dit, j'ai passé les meilleures vacances avec mon père. Et alors, elle emploie le mot, non pas holiday, mais vacation, vacation. Alors, ça m'a beaucoup plu, mais en même temps, ça m'a surpris. Je pense qu'un petit Français qui apprend l'anglais, c'est un paradoxe, on ne lui apprend pas le mot vacation, pour dire qu'il va passer ses vacances quelque part. Alors que le mot holiday, finalement, bon, ça veut dire jour sacré, alors c'est pas forcément une idée géniale comme idée. Et puis ça veut dire aussi une fête. Enfin bref. Et simplement pour dire qu'on est absolument submergé par le nombre de mots français qui sont utilisés en anglais. Et récemment encore, j'ai étudié la présence des mots français dans le manifeste du Parti communiste de Marx, qui n'est pourtant pas un très gros livre. Eh bien, c'est énorme, proportionnellement à l'ensemble de mots, et tout simplement. Et voilà donc des choses intéressantes. Et je crois que les Français ont été très mal formés à l'anglais, puisqu'on leur a presque déconseillé d'employer des mots d'origine française quand ils parlent anglais, qui évidemment est un problème. Et on remarquera au contraire que plus on utilise des mots français en anglais, plus les gens vous disent « Ah, mais vous parlez très bien l'anglais ». Bien évidemment, il faudrait étudier tout ça aussi, le rôle la place, la proportion des mots français dans les films anglais qui passent, hein, ou même dans les radios anglaises, sur le plan oral, en complément de tout ce qui est de l'ordre de l'écrit. Et ça peut donner au monde francophone des ressources minières, on peut dire, enfin des ressources, une sorte de mine, de filon particulier, le filon linguistique, considérables, qui ont été totalement jusqu'à présent inexploités, en tout cas qui n'ont pas été exploités sur le plan économique. Et ça me fait penser un peu, il y a 40 ans, au choc pétrolier. Et là, je crois qu'il faut un choc linguistique. Il faut que les francophonies se mettent un point sur la table et disent, voilà, écoutez, on ne peut pas continuer à laisser des mots français utilisés dans d'autres langues, étant donné, par exemple, que dans le cas de l'anglais, tous les pays qui parleraient l'anglais devraient, par la force des choses, payer des redevances au monde de la francophonie. Une sorte d'institution de la francophonie qui serait chargée de récupérer les redevances pour le monde entier. Et donc dans les récupérer et aussi les calculer et les détecter. Bon, alors, bien sûr, c'est un débat linguistique. Je sais très bien quels sont les arguments qui peuvent être apportés pour ne pas payer, pour être un mauvais payeur. Mais c'est intéressant parce que la linguistique, dont on croyait qu'elle était une science comme ça qui était complètement déconnectée par rapport aux enjeux économiques, elle est au contraire essentielle. Alors, bon, le débat est ouvert, bien entendu. Le français aussi doit quelques royalties à l'anglais, mais c'est du 1% par rapport à ce que l'anglais doit au français. Et donc, ça ne change pas grand-chose au niveau des péréquations. Concernant les rapports entre le français et d'autres langues latines, comme l'espagnol et l'italien, il n'y a pas d'énormes fluctuations à ce niveau-là, puisque ces fluctuations sont quand même très difficiles à cerner, puisqu'il y a des similitudes de racines qui font qu'on peut toujours se poser la question de savoir s'il y a une influence française ou pas. Il peut y avoir des calques, des évolutions sémantiques qu'il faudrait calculer par la suite, en disant voilà, ce mot-là, il a pris un sens supplémentaire parce qu'il y avait une influence française en espagnol, en italien, etc. Mais bon, n'allons pas pour l'instant jusque-là, contentons-nous d'étudier les emprunts au français dans des langues qui ne sont pas latines d'origine, ce qui est d'autant plus facile, et puis ensuite on pourra voir pour d'autres langues latines proprement dites, mais l'enjeu est beaucoup plus faible à ce niveau-là, dans les premiers temps en tout cas. Et donc,
je pense que la France peut ainsi améliorer, la France et la francophonie en général, peut ainsi se constituer une source de richesse colossale qui est un enjeu scientifique, parce qu'en fin de compte, il va falloir débattre des listings de mots, des usages des mots, au nom de quelle théorie linguistique on peut faire ça, parce que évidemment, on va nous dire, oui, mais alors aussi, jusqu'à quel point, même si le mot est légèrement modifié, est-ce que ça change quelque chose? Non. Parce que de toute façon, le mot peut être brut, et ensuite on peut l'accrémenter, mais c'est pareil, on importe aussi des matériaux, des matières premières, et puis après, ces matières premières peuvent être raffinées. Donc le français est un exportateur de mots bruts, de signifiants. Ce qu'on fait avec ces signifiants, c'est un autre problème économique, mais du moment qu'on importe ces signifiants, il y a déjà une dette en l'égard de la francophonie. Ces signifiants, ce sont donc des verbes, des noms, etc. Et la modification phonologique, sémantique, morphologique, dans des cadres différents, ne modifieront rien la dette de base que l'on doit, puisque si le mot de base n'a pas le droit d'être utilisé, il est évident qu'on ne peut pas rajouter non plus d'autres choses par-dessus, ça ne changera rien. Et alors évidemment, tout cela peut surprendre d'une certaine façon. On peut évidemment dire, ben voilà, mais à partir de maintenant, ceux qui ne payent pas ne devront plus utiliser ces mots français. Ça, on peut aussi le dire. Je crois que ça paraît difficile, parce que imaginez un journal anglais qui n'utiliserait plus de mots français, ou un journal allemand qui n'utiliserait plus de mots français, ce serait complètement illisible. Ça a été pensé, même Hitler pensait à un moment donné regermaniser l'allemand, etc. Bon, on peut imaginer. Donc dans ce cas-là, bon, c'est une politique qu'on peut avoir. Et on peut imaginer que l'anglais cesse d'employer des mots français. Donc je dis comme ça. Pour ne pas payer, alors il faut qu'ils fassent leur calcul. À combien reviendrait de remplacer tous les mots français par des mots non français par rapport à ce que ça reviendrait de payer des impôts sur l'emploi des mots français.